Bonjour à tous, j'ai le C'est ça qui est plaisir de vous l'exception. présenter une vignette clinique qu'on a nommée Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 52 ans, mariée et mère de 4 enfants, femme au foyer, ayant comme antécédents des signes extra-neurologiques, notamment chute de cheveux, des polyarthralgies d'allure inflammatoire des petites et grosses articulations, une sécheresse buccale isolée. Donc, le premier épisode était en février 2019 avec une évolution subaiguë sur 21 jours, marquée par déficit moteur touchant les 4 membres avec prédominance aux 2 membres supérieurs, troubles sensitifs à type d'engourdissement plus marqué aux 2 membres supérieurs, des troubles sphinctériens à type d'une urgence urée avec fuite urinaire, ce qui a motivé la patiente à consulter dans une autre structure. Et donc, à l'examen clinique, on a objectivé des forces musculaires côté 3/5 en proximo-distal des 2 membres inférieurs et des plus 5e en proximo-distal des 2 membres supérieurs. Les réflexes osseo-tendineux étaient vifs aux 4 membres, RCP Babinski donc en extension bilatérale, Hoffman à droite, pas de niveau sensitif, mais hypoesthésie aux 4 membres avec tous les modes. Sur tous les modes, les paires crâniennes sans anomalie et le reste de l'examen était sans particularité. Donc, on est devant tableau d'atteinte médulaire cervicale. À ce stade, quelles seraient vos hypothèses diagnostiques? Est-ce que tu peux revenir à la diapo juste avant? Voilà, on va essayer de lire parce qu'il y a beaucoup de... La neurologie. C'est vrai, c'est toute la spécialité. Donc c'est un tableau central qui oriente vers une lésion médulaire cervicale. Oui, c'est oui. Subaigu. Oui, tableau de note. Tableau subaigu. C'est jusqu'à 4 semaines. Oui, mais on peut avancer un peu dans le topo. Donc, myélite cervicale, parce que la prédominance au membre supérieur. Et à quel âge? 52 ans. Subaigu, c'est 4 semaines. Pourquoi tu dis myélite? Forcément inflammatoire? Myélopathie, parce que ça peut être une myélopathie cervicale arthrosique. Hein. Myélopathie En cervicale. décompensation. Enfin, oui. Parce qu'il y a une prédominance au membre supérieur, ça veut dire qu'il y a une atteinte peut-être radiculaire. Donc un Prédominance syndrome des membres lésionnel. des sensitifs. Non, je veux dire qu'il y a des troubles sensitifs à type d'engourdissement marqué au membre supérieur. Ou des réflexes déprimés. Je pense qu'on ne peut pas trop discuter. Tableau de myélite aiguë, c'est les myélopathies aiguës, c'est les étiologies infectieuses, inflammatoires, vasculaires, les choses qu'on connaît. Donc je pense qu'il vaut mieux discuter avec l'imagerie. Oui. Oui. Donc effectivement, on a évoqué mécanisme inflammatoire, myélite lié au syndrome de Sjögren, NMO, MOGAD, infectieux, donc néoplasique, métabolique et paranéoplasique. Neurologie première année. Et compressive, une myélopathie cervicale arthrosique. C'est même parfois le diagnostic le plus probable dans ce genre de situation. Post-IRM. Post-IRM, oui. On veut l'IRM. C'est important. On demande l'IRM. Oui. Donc, quelqu'un souhaite interpréter les images? Quelqu'un souhaite interpréter les images? Il a 55 ans, je pense. Un peu jeune. Alors, tu veux? Vas-y. Donc, on note il s'agit d'une IRM plus fort. Donc, IRM, coupe sagittale, séquence T2. Donc, à gauche, on note un hypersignal qui s'étend de C2 à C6. Même bulbaire. Hein. Même C, oui. Même bulbaire, basse. Donc, avec une moelle tuméfiée en regard. Donc, à droite, c'est une IRM coupe sagittale, séquence T1 Gado. Donc, on a une prise de contraste donc modérée, plutôt hétérogène, donc prédominant en postérieur. Donc, comment disent les radiologues? Aspect en faveur, peut-être une évoquant, prise de à confronter. Aussi. Oui. Oui, axial. On a le reste? Oui, on n'a pas le reste. Ils ont fait que l'IRM médulaire. Et des coupes axiales. J'ajouterais dans ces cas-là d'avoir une IRM cérébrale aussi. La patiente, déjà, elle a été suivie d'abord dans une autre structure. Donc, elle a eu toute la moelle, le reste de la moelle était normal? Non. On a les axiales, tiens, c'est bien.
Alors, qui veut compléter l'interprétation? Nadia, elle. Sur les coupes axiales, donc la lésion l'hypersignale, elle est plutôt au postérieur, postérolatéral. Oui. C'est toute la moelle. Oui, c'est surtout les mémorales droite. Mais là, on a l'impression que c'est toute la largeur. Toute la largeur. Ça, c'est juste un artefact, vous n'avez pas retenu toute la moelle? Oui, c'est toute la moelle. Toute la moelle, Oui. c'est toute la moelle. Donc, myélopathie transverse. Transverse. Est-ce qu'on maintenant on peut parler de myélite? Puisqu'il y avait une petite prise de contraste et tout. On peut parler du myélite extensif longitudinalement et axialement qui occupe plus de 3 vertèbres et il occupe plus de la moitié de... Il occupe plus de la moitié de la moelle, donc on peut partir d'un aspect de Lett ou bien de Malte. Myélite. Longitudinal, extensif, transversalement. Oui. Okay. On propose myélite alors. Tu veux qu'on discute autre chose ou? Oui, on peut aller au-delà de myélite, ça veut dire on évoque quoi? Le tableau, l'installation, qu'est-ce que ça peut évoquer? Qu'est-ce qu'on cherche? Inflammatoire. Donc quelles sont les hypothèses? Inflammatoire? Sarcoïdose. Une myélite extensive qui commence depuis le bulbe, donc on évoque en premier le NMO. Mogad, oui, bien que c'est un peu sur la coupe axiale, ça fait plus NMO. Et aussi sarcoïdose. D'accord. Infectieux? Par exemple? L'infectieux. Effectivement, on a demandé les sérologies. Oui. Myélopathie virale, au même espèce. Une atteinte virale peut donner un aspect comme ça. Pardon? Comment? Égale IRM cérébral. Oui, Égal. Ah oui. La patiente. Elle a été explorée ailleurs. Donc, elle a venu après 6 ans d'évolution. Oui. C'est l'IRM de 2019. Et puis elle est venue dans notre scripture. Peut-être. Oui. Voilà. Normalement, il faut faire l'IRM cérébrale et médulaire complète. D'accord. Donc cette PL a été faite à l'époque, en 2019. Oui, en 2019. On peut avancer, oui. D'accord. Donc, la ponction lombaire objective une légère hyperprotéinorachie à 0,6 g par litre, cellulorachie normale, culture négative, multiplex négatif, le PP non fait, bilan immunologique, les anticorps antinucléaires, anti-aquaporine 4, anti-MOG en cas négatif. Les sérologies étaient négatives, bilan inflammatoire normal, bilan métabolique normal. Et donc, la patiente a été traitée comme myélite inflammatoire. Elle a été mise sous bolus de méthylprédnisolone 1 g par jour sur 5 jours avec une bonne amélioration des signes cliniques et disparition de lésions à l'IRM de contrôle. Oh, vous avez cet IRM de contrôle? Oui. Ah, c'est bien. Et l'évolution clinique? Bonne amélioration. Bonne amélioration. Oui. Donc, efficacité clinique en IRM. Oui. Donc, bonne réponse. Donc, il reste des petites choses comme séquelles, mais bon. C'est vrai qu'il y a même pas peut-être d'atrophie médulaire qui s'est installée après. Ça, c'était immédiatement après l'IRM? Après 4 mois. Oui, donc c'est un peu trop précoce, ça, peut-être. Ouais. Donc, mais ça sur valide. Le sagittal, c'était plutôt rassurant. Hein. Les axiales ne sont pas très. En fait, une myélite inflammatoire. Très bien. On va voir. C'est quoi? Il y avait quand même des antécédents, donc on va pas chute de cheveux, oui, alopéciente, polyarthralgie et sécheresse buccale. Sécheresse buccale. Oui, donc, dans quel sens, Maria? Pourquoi tu poses? Et la chute des cheveux aussi. Est-ce que le bilan biologique qu'on a fait est suffisant pour écarter une maladie systémique? De toute façon, les myélites, il ne faut pas oublier aussi les myélites inflammatoires systémiques. Dans le cadre effectivement, de le maladie lupus, systémique. on a tendance à faire NMO-MOGAD, mais il y a bien sûr le lupus, les APL les qui peuvent donner antinucléaires, aussi... les oncas étaient négatifs. En tout cas, le bilan négatif, bonne évolution. Oui. Très bien, on avance.
Donc, l'évolution est initialement favorable, mais l'histoire va se poursuivre 5 ans plus tard. Une nouvelle symptomatologie apparaît, ce qui a motivé la patiente à consulter dans notre formation. Et donc, le deuxième épisode était en septembre 2024, avec une évolution progressive sur 3 mois, marquée par difficultés lors de la marche, avec tendance à la chute, sensation de picotement et fourmillement prédominant aux deux membres inférieurs, avec impression de marcher sur le coton. À l'examen clinique, on a objectivé des forces musculaires segmentaires à 5 mois 5e en proximo-distal des 4 membres, RCP indifférent bilatéral, les réflexes osseo-tendineux abolis aux 4 membres, hypoesthésie vibratoire et proprioceptive aux 4 membres avec une légère prédominance distale. L'examen somatique était sans particularité. Et donc, on est devant tableau de neuronopathie sensitive. Donc, les gens du périphérique sont d'accord pour... OK, donc neuronopathie sensitive. Donc, quelles seraient vos hypothèses diagnostiques? Alors, oui. Oui, sans oublier l'épisode... Hein? Voilà, donc le fait qu'il a fait une maladie systémique probable avec une expression à la fois centrale, médulaire et puis périphérique. D'accord? Et peut-être qu'on revient au syndrome sec que vous avez évolué au début. Donc, vous évoquez un Sjögren avec complications centrales, rares, et périphérique qui est plutôt plus classique. Exactement, donc on écarte les mangas et le NMO et ça fait plus de 1 millilitre dans le cadre d'une maladie du système Goujon ou sarcoïdose. Oui. Ah, oui. À moins que ce soit autre chose, mais c'est vrai. Oui. Exactement, avec neuronopathie. Ouais. Faut peut-être rappeler les étiologies des neuronopathies. Tu veux le faire, s'il te plaît, rapidement? Oui. Pas grave. OK. C'est juste pour rappeler un petit peu les étiologies des neuronopathies sensitives. Oui. D'accord. Oui. Donc, Sjögren, paranéoplasique. Oui. Toxique. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît, juste pour les plus jeunes. Pour la neuronopathie sensitive, les étiologies, il faut éliminer un gougeron, c'est fréquent. Les causes paranéoplasiques en premier, c'est important et l'intérêt de suivre les patients et de faire un bilan exhaustif dans ce sens. Il y a les causes métaboliques, il y a le diabète aussi, le déficit vitaminique et les causes toxiques. D'accord. Donc, on a évoqué le mécanisme inflammatoire, infectieux, paranéoplasique, paraprotéinémique et métabolique. Donc, on va demander clairement un EMG. Donc, quelqu'un peut-il interpréter? Oui. Oui. Nisrine. Ici, l'étude de la conduction nerveuse motrice pour les membres supérieurs, membres inférieurs. Pour les latences distales, au niveau du médian, c'est normal. Au niveau du cubital, 2,5, c'est correct, ainsi que l'amplitude. De même pour les membres inférieurs, les amplitudes et les latences, ainsi que les vitesses. Donc, tout est bon. Sont dans les normes. Oui, dans les normes. La conduction sensitive. L'onde Donc, F. pour la conduction. Également. Pour l'onde F, la latence des ondes F, était 26 au membre supérieur, c'est normal. Et pour la conduction sensitive, on est frappé par l'absence de réponse au niveau du médian, du cubital, et au niveau des membres inférieurs, on a une petite amplitude au niveau du cubital droit. Non. D'accord. Oui, oui. Donc, c'est en faveur d'une neuronopathie sensitive et on peut admettre une diminution d'amplitude motrice au niveau des deux nerfs. Donc EMG validant une neuronopathie typique. Sensitive. Oui. Donc, quel bilan demandez-vous? Oui, c'est ce qui a été peut-être le gougeron en premier, hein, si on peut avancer. Donc, oui. Et là, donc, on a fait le LCR avec protéinorachie normale, cellulorachie normale, culture négative, et l'EPP était inflammatoire. Donc, la présence de bandes oligoclonales. Le bilan immunologique, les anticorps antinucléaires, on a refait les anticorps antinucléaires qui étaient négatifs. Biopsie des glandes salivaires, séladanite grade 1, les anticorps onconeuronaux négatifs. Les sérologies étaient négatives. Le bilan inflammatoire, donc le PP avec immunofixation, a objectivé un pic monoclonal des IgG de type lambda. Bilan vitaminique normal.
Le reste du bilan donc, était normal avec protéinurie de Best Jones négative. Alors, les anti-nucléaires et les anti-SSA, par rapport à... Ça a été fait? Non. Quand même, c'est le diagnostic de loin qui paraît le plus... Donc nous, on voudrait le Gougerot. Non, mais est-ce que ça élimine? SSA, SSB, non. Normalement, on doit avoir les anticorps antinucléaires positifs mochetés. Pas toujours, je ne sais pas, je ne suis pas interniste, mais apparemment pas. Il faut le faire quand même. Faut le faire quand même. C'est pas nécessaire, d'accord. D'accord, on avance. Donc, on a complété par un myélogramme, puisqu'on a un pic monoclonal à type lambda, des IgG de type lambda, mais qui n'a pas montré de prolifération plasmocytaire. Donc, faut-il s'arrêter là ou compléter par un autre bilan? Un autre bilan? Vous avez des propositions? Il a bien insisté sur la monoclonalité dans le sein. Ça serait un élément biologique très en faveur du Gougerot. Donc là, oui. Si. Le test de Schirmer et le flux salivaire. Le test de Schirmer était négatif et BGSA a montré c'est l'adénite grade 1. Grade 1. Grade 1. Le flux salivaire, oui. La glande salivaire, sûr. C'est pas un peu plus profond, on n'avait rien trouvé pour... Ça n'a pas été refait, non? D'accord. Je referai. Oui, effectivement, on a complété par une TDM TAP à la recherche d'une lésion suspecte, notamment un foyer néoplasique. Effectivement, la TDM TAP a objectivé une lésion mammaire gauche avec adénopathie axillaire homolatérale et une lésion osseuse mixte au niveau du corps vertébral de 3. On a fait les anti-HU sur la... Oui. Ça a été fait, c'est négatif. Était négatif. Alors, est-ce que quelqu'un il a une hypothèse? Donc, un petit nodule du sein. Donc, paranéoplasique. Du coup, il ne faut pas intégrer le premier épisode. Hein. Peut-être qu'il faut dissocier les deux. Il faut confirmer déjà qu'il y a un cancer. C'est l'histologie qui va le confirmer. Effectivement, on a complété par une écho mammaire et puis on a complété. Oui. Et puis on a fait une biopsie mammaire. Pardon. Oui. Oui. Moi, je ne pense pas qu'il faut faire un lien. Oui, justement, le cancer. Avec ce délai de 5 ans, oui, c'est trop. Dans les recommandations, c'est 3 ans. Oui. Quand même 2 atteintes neurologiques chez la même patiente, même si on est à 4 ans d'intervalle, il faut rester uniciste et il faut trouver une explication aux deux. En tout cas, le paranéoplasique semble très peu probable. Mais justement, c'est-à-dire, voilà. Et l'explication qu'a donnée professeur Honora sur ces tumeurs, comment il appelait ça? Burn-out? Non, c'est-à-dire qu'il y avait une tumeur qui a été un peu éteinte par les mécanismes immunologiques qui avait donné la myélite paranéoplasique, parce que c'était le cas qu'il a montré. Et la tumeur s'est éteinte. Et puis, elle se réveille. Il y a autre chose. Les myélites paranéoplasiques sont des myélites de très mauvais pronostic. Oui, ils ne vont pas récupérer rapidement comme ça. Ils sont très rares, sinon exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Aussi particulière sur le plan de l'imagerie, parce que c'est ce qu'on appelle des tractopathies. Donc ils atteignent vraiment. On va pas avoir l'atteinte comme ça, un hypersignal comme ça. C'est vraiment. Ah non, la myélite justement paranéoplasique. Non, d'emblée je la retire. Très bien. Oui, je suis d'accord. Paranéoplasique à 5 ans. Par contre, là, si on prend le dernier épisode, on a une neuronopathie sensitive avec un cancer. Je pense que la première des choses, c'est considérer son caractère paranéoplasique, peut-être pas obligatoirement anti-HU. Il faut voir qu'est-ce qu'on a eu comme anticorps onconeuro recherché, parce que c'est peut-être un des anticorps qui n'a pas été cherché ou séronégatif.
Donc, il vaut mieux Faussement rester négatif. sur ça pour le deuxième épisode. Très bien. Faire l'anti-HU, il y a 3 semaines, j'ai vu un patient similaire, anti-HU initialement négatif, les deuxièmes sont positifs. Un tableau typique. Les anticorps, vous les avez recherchés sur le panel? Oui. Bah, là aussi, il y a très probablement des problèmes au niveau des panels parce que là aussi, ça a été dit clairement hier que souvent les panels, il y a des faux positifs sur pas mal d'anticorps. Donc il faut faire attention. C'est faux négatif. En théorie. Non? C'était négatif. Les anticorps. Ouais. Ok, donc on avance. Donc, le tableau de myélite correspond-il à l'épisode neurologique paranéoplasique initial? Peut-on conclure que les 2 épisodes neurologiques, myélite et neuropathie sensitive, sont en rapport avec le carcinome mammaire? Donc, non, je pense que tout ça, on l'a discuté, si on peut faire plus rapidement pour aller vers la solution éventuellement. Parce que ça a été discuté. Hein. D'accord. Dans une étude brésilienne publiée en juillet 2025, donc, qui a montré les mécanismes immunologiques, je pense que je passe. Ah oui, il faut passer. Donnez-nous la solution. Rien ne marche. Pourquoi rien ne marche? Par rapport au titre aussi. Déjà, vous avez un diagnostic? C'est ce qu'on a retenu finalement. C'est ce que vous avez retenu. On a retenu paranéoplasique. D'accord. Oui, donc, une étude italienne publiée en 1er octobre en 2021 portant sur neuropathie paranéoplasique montrant plusieurs anticorps ciblant des antigènes neuronaux ont été décrits chez des patients atteints de neuropathie paranéoplasique, bien que cette affection puisse également survenir en absence d'anticorps. Donc, ce n'est pas obligatoirement on a des anticorps positifs. Une étude indienne publiée en septembre 2024, la neuropathie sensitive subaiguë était la neuropathie la plus fréquemment observée associée au cancer. Elle constitue un groupe rare de maladies purement sensitives caractérisées par une atteinte sensorielle multifocale et asymétrique associée à des manifestations cliniques et électrophysiologiques distinctes. Okay. Une autre étude italienne publiée en mai 2023 portant sur myélopathie isolée associée à un carcinome mammaire occulte avec anticorps paranéoplasiques négatifs, présentation d'un cas rare. Et puis on a une autre étude tunisienne portant sur la myélopathie isolée associée aux anticorps anti-RI, et très rare aussi, et n'a été rapportée que chez 2 patients selon cet article. Ces 2 cas présentaient un tableau clinique similaire au nôtre. Donc, pour conclure, les syndromes neurologiques paranéoplasiques, bien que rares, présentent une grande variété clinique, incluant les myélites, les neuronopathies sensitives associées, notamment chez les patients atteints de cancer du sein. La présentation peut précéder de plusieurs mois la découverte du cancer, justifiant la recherche oncologique rigoureuse devant tout tableau neurologique inflammatoire inexpliqué. L'absence d'anticorps onconeuronaux spécifiques ne doit pas exclure le diagnostic paranéoplasique, la clinique et l'imagerie étant primordiales dans la démarche. La reconnaissance précoce et multidisciplinaire de ces syndromes permet d'optimiser les chances de stabilisation ou amélioration fonctionnelle, soulignant l'importance d'une collaboration étroite neurologue-oncologue. Merci pour votre attention.